Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour étudier ensemble un exercice que je donne en général en début de première année, mais attention, cette fois, c'est un exercice bien plus difficile que ceux que j'ai présentés jusqu'à présent. Je te laisse, si tu le souhaites, quelques instants pour y réfléchir. Alors, on se retrouve pour traiter quelques exemples, parce que, à moins d'avoir une idée absolument géniale, on ne voit pas tellement d'où partir. Pourquoi, si je prends n plus 1 entier compris entre 1 et 2n, pourquoi y aurait-il une paire d'éléments distincts dont l'un divise l'autre? Ça paraît un peu curieux. Donc déjà, essayons de le constater. Par exemple, si on prend n égale 1, l'ensemble global dans lequel on va choisir la partie A, c'est l'ensemble 1, 2. Et dans ce cas, ça fonctionne automatiquement parce que on va devoir choisir deux entiers. Donc on est obligé, dans la partie A, de choisir à la fois 1 et 2, et 1 divise 2. Donc ça gagne tout de suite. Il n'y a pas le choix. Ensuite, on peut se demander ce qu'il se passe pour n égale 2. Et donc là, l'ensemble global avec lequel on travaille, c'est 1, 2, 3 et 4. Et on nous demande de choisir une partie qui contient cette fois 3 éléments. Alors, on peut réfléchir parce que il y a 3 parmi 4 façons de faire ça, mais on va s'apercevoir très vite que cette propriété est toujours vérifiée, dans le sens où si je choisis 1 dans la partie, eh bien 1 divise n'importe quel nombre entier, donc ça gagne. Et de l'autre côté, si je ne choisis pas 1, eh bien cela veut dire que j'ai choisi la partie 2, 3, 4, et 2 divise 4. Donc on se retrouve avec à nouveau une paire d'éléments distincts dont l'un divise l'autre. Donc ça gagne aussi, mais ça devient un peu plus compliqué, et je peux marquer ici, pour moi-même, que j'ai procédé à une disjonction de cas. On s'est demandé s'il y avait 1 dans la partie ou pas. Qu'en est-il ensuite du cas où n égale 3 ? Alors dans ce cas, l'ensemble des entiers qu'on considère, et dans lequel on va choisir une partie cette fois à 4 éléments, c'est l'ensemble des entiers compris entre 1 et 6. Et là, bon, les choses se corsent un peu, mais on peut quand même encore négocier. Déjà, s'il y a 1, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Ensuite, on peut se demander s'il n'y a pas 1, mais qu'il y a 2. Alors que se passe-t-il ? Bon, on va dire qu'on choisit 2, il me reste encore 3 éléments à choisir. Et là, on peut procéder à nouveau par une disjonction de cas. Si je choisis 4 ou 6, eh bien c'est terminé, puisque 2 divisera 4 et 2 divise 6. Alors je peux essayer de faire en sorte que la propriété ne soit pas vraie, mais je vais choisir 3, je vais choisir 5, mais au bout d'un moment, je n'ai pas le choix. Il faut que je choisisse soit 4, soit 6, pour compter au total 4 éléments, et donc j'aurai forcément cette propriété de divisibilité. Donc, on y est parvenu encore, mais ça devient de plus en plus compliqué, dans le sens où j'ai distingué le cas où 1 faisait partie de A, et j'ai distingué le cas aussi où 1 ne fait pas partie de A, mais où 2 fait partie de A. Et il resterait encore, j'ai failli l'oublier, le cas de la partie qui ne contient ni 1 ni 2, c'est-à-dire la partie constituée des éléments 3, 4, 5 et 6, et cette fois c'est 3 qui divise 6. Alors, je vais me dire ici idem, du coup, disjonction de cas, mais point de suspension, parce que ça s'est quand même corsé cette affaire. Donc, on peut se demander ici, mais que faire à partir d'un tel exemple ? Parce que on se doute bien que énumérer toutes les parties qui comptent n plus 1 éléments dans un ensemble qui en compte 2n, ça risque de prendre pas mal de temps. Alors c'est une réflexion que j'aimerais mener ici, et ça va être assez court, c'est tout simplement que le nombre de parties à n plus 1 éléments dans un ensemble qui en compte 2n, c'est ce coefficient binomial-là. Et dans le triangle de Pascal, on est typiquement dans les coefficients les plus gros. Ce sont les coefficients qu'il y a à peu près vers le milieu. Et si tu t'es déjà amusé à dessiner un triangle de Pascal pour faire passer un cours un peu trop long, tu t'aperçois que ça s'envenime très vite en plein milieu. Alors, que faire à partir de là ? Bon, pour cette histoire de coefficient binomial, on se dit que les perspectives de disjonction de cas ne sont pas bonnes. On n'aura pas la force de distinguer toutes les parties A possibles et de se demander si 1 est dedans, si 2 est dedans, si 3 est dedans. C'est très compliqué, mais on peut quand même garder un petit quelque chose, c'est que s'il y a un tout petit entier dans la partie A, eh bien on est content parce que ce petit entier va avoir plein de multiples dans l'ensemble des entiers compris entre 1 et 2n,
il sera d'autant plus facile de trouver une paire PQ d'éléments distincts tels que P divise Q. Maintenant, à défaut de démontrer la propriété pour un entier n quelconque, on pourrait peut-être procéder autrement. Question de Perceval. J'ai trouvé. Ne peut-on pas procéder grâce à un raisonnement par récurrence? Eh bien, pourquoi pas? En fait, les perspectives d'hérédité sont plutôt bonnes, alors je vais écrire quelques lignes pour qu'on s'en rende compte, et on discutera après de la pertinence de la proposition de Perceval. Et je m'arrête là. Donc, on est encore au brouillon, et je suis en train de me demander, est-il possible de raisonner par récurrence? Donc je suppose que pour toute partie à n plus 1 éléments, dans l'ensemble des entiers compris entre 1 et 2n, il y a forcément cette paire d'entiers distincts dont l'un divise l'autre. Et je me donne maintenant une partie à n plus 2 éléments, dans l'ensemble des entiers compris entre 1 et 2n plus 2, et je me demande si cette propriété est à nouveau vérifiée. Là, je vais te laisser une nouvelle période de recherche parce qu'on pourrait procéder à une nouvelle disjonction de cas. Donc on pourrait essayer de s'appuyer là-dessus pour traiter 3 cas sur 4. Alors, je n'en dis pas plus, je te laisse chercher un peu. Et on se retrouve ici. Donc, les choses se présentent simplement. Déjà, si tous les entiers de la partie A sont compris entre 1 et 2n, et que j'en ai n plus 2, bien j'en ai a fortiori n plus 1, et on sait qu'il existe cette fameuse paire d'entiers qui se divisent l'un l'autre. Donc, ça gagne tout de suite. Ensuite, si la partie A contient 2n plus 1 et pas 2n plus 2, ou inversement, eh bien, il y a un des n plus 2 éléments qui déborde de cet intervalle-là, un 2n, donc il y en a un qui est hors de cet intervalle, c'est soit celui-ci, soit celui-là, et dans ce cas-là, il reste n plus 1 éléments de A qui sont compris entre 1 et 2n. Et l'hypothèse de récurrence, dans ce qui serait formalisé en un raisonnement par récurrence, permettrait de gagner la partie à nouveau. Donc, le seul cas problématique, c'est le cas où il y a à la fois 2n plus 1 et 2n plus 2 dans la partie A. C'est le seul cas qui reste à traiter, et on pourrait gagner. Mais c'est là que les choses vont se corser un peu, donc je vais essayer de te le montrer sur un exemple, que ça s'envenime. Et en fait, je vais le faire en commentant, ce sera plus simple. Déjà, on peut traiter des sous-cas qui nous arrangent facilement. On pourrait dire que si 1 appartient à A, ça gagne, parce que 1 divise n'importe quel autre nombre entier. De la même manière, on peut tout de suite ranger de côté le cas où 2 appartient à A. Et ça gagne parce que 2 va diviser 2n plus 2, et on a supposé que 2n plus 2 appartenait à la partie A dans ce cas. De la même manière, en choisissant l'autre diviseur, disons, facilement accessible de 2n plus 2, si n plus 1 appartient à A, c'est encore gagné. Et donc, les seuls cas qui restent à traiter, eh bien, ce sont les cas où il y a 2n plus 1, 2n plus 2 dans la partie A, et où il n'y a ni 1, ni 2, ni n plus 1. En fait, il n'y a pas beaucoup de parties qui vérifient ça. Je vais les lister dans l'exemple où n égale 4, et on se retrouve juste après. Et voilà ces 5 parties. Donc, pour savoir si je les ai toutes dénombrées, je peux faire un tout petit peu de dénombrement, mais étant donné qu'on a déterminé la présence ou l'absence de 5 éléments dans un ensemble à 10 éléments, et que je dois considérer une partie à 6 éléments, c'est ce qui est demandé dans l'énoncé, eh bien, il me reste 4 éléments à choisir parmi les 5 qui restent, les éléments étant 3, 4, 6, 7 et 8, et donc on dénombre 4 parmi 5 parties qui conviennent. Et donc ce sont les seules 5 parties dans lesquelles je dois chercher cette histoire de couple PQ ou P divise Q. Bon, ben je les trouve, ici 3 et 6, 3 et 6, 4 et 8, 3 et 6, 4 et 8. Donc pour n égale 4, finalement, dans une perspective d'hérédité, donc on se serait appuyé sur la propriété au rang précédent, on aurait réussi à conclure dans tous ces cas, dans ce cas, dans ce cas, dans tous les cas où 1, 2 et n plus 1 appartiennent à A, et il nous resterait sur les bras plusieurs cas à traiter. Et donc,
malheureusement, on se retrouve un peu dans la même impasse que tout à l'heure. C'est-à-dire que on se disait, traiter les cas sans raisonnement par récurrence, ça pose problème dans le sens où n plus 1 parmi 2n devient assez massif lorsque n grossit. Et finalement, même dans une hérédité où je peux m'appuyer sur une proposition au rang n pour éliminer beaucoup de cas, eh bien, il m'en reste encore pas mal sur les bras. Dans le cas où 2n plus 1 et 2n plus 2 font partie de A, et même en éliminant pas mal de cas, il m'en reste encore beaucoup trop pour conclure. Et c'est donc finalement une piste qui se solde par un échec pour Perceval. Intervention de Séraphin. Cet exercice commence à m'échauffer les oreilles. Je vais essayer de démontrer que l'énoncé est faux. Alors, ça peut paraître assez curieux, mais quand on essaie d'accomplir un objectif et qu'on n'y parvient pas, eh bien, essayer d'accomplir l'objectif contraire, ça peut être une sacrée source d'inspiration. Et donc, je te propose d'essayer de construire une partie à 6 éléments d'un ensemble d'entiers compris entre 1 et 10, qui ne contiennent pas cette fameuse paire PQ telle que P divise Q. Donc on sait que c'est pas possible, mais on va quand même essayer de le faire. Donc le seul cas qui est intéressant, c'est celui où 9 et 10 sont dans l'ensemble et où l'ensemble ne contient ni 1, ni 2, ni 5. Donc on va essayer de comprendre comment les choses sont contraintes les unes par les autres. Je mets 9 et 10. Donc je ne peux pas mettre 1 parce qu'il divise tout le monde. Je ne peux pas mettre 2 à cause du 10. Ensuite, je ne peux pas mettre 3 à cause du 9. Le 4, je peux le mettre. Le 5, je ne peux pas le mettre à cause du 10, à nouveau. Le 6, je peux le mettre. Le 7, je peux le mettre. Et le 8, je ne peux pas le mettre à cause du 4. Et donc je vois que si j'essaie de comprendre comment je peux ajouter les éléments un à un, la présence de certains entiers bloque la présence potentielle d'autres entiers. Donc je comprends qu'il y a des espèces de grappes d'entiers dans l'ensemble A que je vais choisir, des grappes d'entiers dans lesquelles, si j'en ai un, je ne peux pas avoir les autres sans créer cette fameuse paire PQ d'entiers qui se divisent l'un l'autre. Et je le répète, je suis dans cet esprit de rébellion où j'essaie de faire dérailler l'énoncé. Là, on est à 2 doigts de l'idée qui va permettre le dénouement de cet exercice. Alors, si cette idée de grappe d'entiers dont la présence empêche la présence d'autres t'a inspiré, eh bien je te laisse quelque temps pour essayer de la formaliser. Voilà quel est mon objectif. Donc, cette sensation de manque de place que j'avais, d'être obligé de choisir un entier Q qui va diviser un autre entier P, je vais essayer de la formaliser. Et je vais essayer de faire ça sur un exemple, parce que c'est très simple, mais c'est toujours très simple une fois qu'on a eu l'idée. Donc, laissons 1 à part, c'est un élément qui divise tous les autres, donc pour l'instant on va le laisser tranquille. Alors, essayons de se demander, tiens, la présence de 2, qu'est-ce qu'elle empêche vraiment ? Elle empêche, par exemple, la présence de 4, parce que ça donnerait satisfaction à l'énoncé. Je veux éviter ça à tout prix. Maintenant, je peux me dire, ça empêche aussi la présence de 6. Mais pas tellement parce que j'aimerais bien que chacune des paires d'éléments des sous-ensembles ne puisse coexister. Alors effectivement, 2 ne peut coexister avec 4, puisque 2 divise 4. 2 ne peut coexister avec 6, puisque 2 divise 6. Mais par contre, 4 et 6 pourraient tout à fait coexister. Donc, je ne vais pas mettre 6 dans ce sous-ensemble-là. Par contre, ce que je peux mettre, c'est 8, ici. Dans le sens où là, si je prends 2 éléments quelconques de ce sous-ensemble, ils ne peuvent pas coexister sans que l'un divise l'autre. Alors, continuons cette petite affaire. Je peux me demander, est-ce que 3 a de la compagnie dans son petit sous-ensemble ? Eh bien, 3 va empêcher l'accès à 6, puisque sinon il existerait un couple PQ, blablabla. Et le suivant, on pourrait se dire peut-être 9, puisqu'effectivement il ne peut coexister avec 3, mais là encore, 6 et 9 peuvent tout à fait coexister. Donc en fait, 3 et 6 vont se retrouver ensemble, et ça va s'arrêter là. Et je vais réduire la taille de la gomme, c'est absolument démesuré. Et je ferme la collade. Alors que reste-t-il ? J'ai placé 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments, il me reste encore 4 sur les bras. Eh bien, il va y avoir 5, qui empêchent l'accès à 10, puisque 5 divise 10. Ensuite, il y a le petit 7,
qui n'a rien demandé à personne, qui ne bloque l'accès à personne. 7 peut tout à fait exister, il bloquerait l'accès à 14, mais de toute façon, on sort de l'ensemble indice. Et puis, il reste encore, alors bon, j'ai plus trop de place, je vais le mettre ici, union, le singleton 9. Alors, on peut se demander à partir de là, est-ce que cette décomposition en sous-ensemble permet d'expliquer pourquoi il y a forcément une paire P et Q d'entiers distincts dont l'un divise l'autre? Je t'invite à prendre quelques temps pour y réfléchir. Réponse d'Agathe. Si 1 est choisi, on peut conclure, sinon, on pioche 2 fois dans un ensemble qui interdit la coexistence. Alors, ça peut sembler assez cryptique, mais je vais l'expliquer simplement. Si 1 est choisi, 1 va diviser n'importe quel autre nombre entier, et c'est gagné dans ce cas. Et sinon, eh bien on voit qu'il reste seulement 5 sous-ensembles disjoints dans lesquels choisir les 6 éléments de A. Et donc, il y a un petit principe, un principe de manque de place, qui s'appelle principe des tiroirs, qui nous dit qu'on va être obligé de piocher 2 fois dans l'un de ces sous-ensembles. Sauf que justement, ces sous-ensembles ont été construits de manière à ce qu'ils ne puissent pas y coexister 2 entiers qui ne se divisent pas l'un l'autre. Et donc, ce serait gagné. Alors, la grande question, c'est parvient-on à généraliser cette idée? Je te propose de traiter un deuxième exemple, celui des entiers compris entre 1 et 20, puis ensuite d'essayer de comprendre comment généraliser ce que tu auras pu observer. Pour l'exemple, voici. Et c'est la même réponse que donnait Agathe tout à l'heure. Soit on choisit 1 et c'est terminé, et sinon, eh bien il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sous-ensembles pour choisir 11 éléments. Et donc, on va devoir piocher 2 fois dans un même sous-ensemble, et donc on va avoir cette fameuse paire PQ d'entiers distincts, où P divise Q. Donc la grande question, c'est cette décomposition-là, donc en union disjointe de sous-ensembles, eh bien peut-on l'écrire en toute généralité? C'est ce que je vais faire là tout de suite. Intervention d'Achille. Il me semble qu'il y a une petite différence entre ce qui est écrit ici et les exemples que l'on a traités. Alors, c'est vrai, mais expliquons les choses calmement. Ce que j'explique, c'est que je peux découper A comme des sous-ensembles qui contiennent un entier impair, ainsi que toutes les puissances de 2 qui le multiplient. Alors la différence vient du fait que 1, dans l'écriture que j'ai proposée à cet endroit, est rassemblé avec 2, 4 et 8, qui sont les puissances de 2 qui multiplient ce 1. Ensuite, 3 est accompagné de 3 fois 2, 5 est accompagné de 5 fois 2, et puis 7 et 9 sont tout seuls puisque leurs doubles sont absents de l'ensemble indice. Par contre, on voit que 3 ici est accompagné de son double et de son quadruple. De la même manière, 5 est accompagné de son double et de son quadruple. Donc, la décomposition que j'ai ici a cette union près, donc on devrait rassembler les sous-ensembles qui sont de part et d'autre de l'union. Cette union traduit nos décompositions en sous-ensembles. Une décomposition à partir de laquelle on se propose d'utiliser ce fameux principe des tiroirs. Donc, ne nous emballons pas, pour l'instant, ce n'est ici qu'une conjecture. Maintenant, la grande question, c'est comment la démontrer. Comment démontre-t-on que n'importe quel entier peut s'écrire de cette manière-là? Réponse d'Ambre. Il me semble que cela a un lien avec la décomposition d'un nombre entier en facteurs premiers. Olé! On se retrouve avec ce fameux lapin sorti du chapeau, donc on considère un entier n non nul, on considère une partie qui convient, et on balance tout de suite une fabuleuse écriture de A comme réunion disjointe de sous-ensembles, les sous-ensembles qu'on avait pressentis un peu plus haut. J'explique que ça vient de l'existence de la décomposition d'un nombre en facteurs premiers,
dans le sens où on retrouve ici les puissances de 2, et ici, ce 2i plus 1, eh bien ce serait le produit de tous les nombres premiers suivants, qui sont tous impairs, comptés avec leur puissance. Donc ça explique, on démontrerait cela bien entendu par une double inclusion. L'inclusion de droite à gauche est immédiate, et celle de gauche à droite, eh bien ça provient justement de ces puissances de 2 et du produit de tous les autres nombres premiers qui sont tous impairs. Et j'explique aussi que cette réunion est disjointe dans le sens où on a unicité de la décomposition en facteurs premiers, et donc qu'on ne peut pas retrouver un même entier dans deux sous-ensembles distincts de cette réunion. Alors, où en est-on ? Eh bien, on y est presque, alors je remonte un tout petit peu. J'ai écrit plus l'infini dans le sens où je n'ai pas encore exploité le fait qu'on avait un sous-ensemble de 1, 2n. J'ai juste parlé de l'existence de la décomposition d'un nombre entier, ici sous-entendu entier naturel. Je vais rédiger donc quelques lignes pour expliquer que, étant donné qu'on ne peut pas dépasser 2n, au bout d'un moment, ces intersections avec A vont se retrouver vides. Et donc que j'ai écrit des i égale n, n plus 1, n plus 2, mais que je fais des unions avec l'ensemble vide, ce qui n'a absolument aucun intérêt. On va mettre ça de côté. Voilà ces quelques lignes. Donc, à ce stade, on y est vraiment tout presque. Ces ensembles-là, je vais imaginer que ce sont des tranches, et je vais les baptiser TI. On souhaite appliquer le principe des tiroirs. Je vais te laisser quelque temps juste pour essayer de le mettre en forme. On est à 2 doigts de la solution, et je souhaite absolument te donner une chance de terminer cet exercice. C'est là l'idée principale. On prend un entier de la partie A et on lui associe l'indice de l'unique tranche TI à laquelle cet entier appartient. Et le principe des tiroirs intervient de manière naturelle puisque maintenant on a ici un ensemble qui contient n plus 1 élément, on a ici un ensemble qui contient n éléments, et donc une telle application ne peut pas être injective. C'est-à-dire qu'il existe un couple d'entiers PQ, d'éléments distincts, qui se retrouvent dans la même tranche. Et donc, on va pouvoir conclure. Je vais écrire les quelques lignes qui nous séparent de la solution à présent. Et je vais me permettre de terminer à l'oral parce que je t'en reparlerai en fin d'émission. Je suis sûr qu'il ne doit rester quasiment personne en cette fin d'émission. L'application phi, elle n'est pas injective, donc je me suis permis de considérer un couple d'entiers distincts qui appartiennent à la même tranche. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils s'écrivent tous deux comme un même nombre impair fois une puissance de 2. Pas la même pour l'un et pour l'autre, mais des puissances de 2. Et si on considère l'entier qui s'écrit comme le nombre impair fois la plus grande puissance de 2, eh bien ça va être un multiple de l'autre nombre entier, puisqu'il va s'écrire comme un nombre impair fois une puissance de 2 plus petite, et donc ça va être 2 fois 2 fois 2 fois le plus petit nombre entier. Donc à partir de là, on pourrait conclure dans le sens où on aurait cette fameuse existence d'un couple PQ d'éléments distincts, où P divise Q, et ce serait terminé. Pour terminer, j'aimerais te demander, sincèrement, un retour sur ce genre d'exercice, parce que je n'en fais pas beaucoup sur ma chaîne, et j'ai plusieurs raisons à cela. J'aurais pu faire une version courte de cette vidéo, en expliquant comment il était évident qu'il fallait considérer une décomposition de l'ensemble A en une partition d'ensemble disjoint qui rassemblait des nombres impairs fois des puissances de 2, et puis bon, en un tableau à peu près, on tomberait sur une solution potable. Mais d'un point de vue pédagogique, ça me semble avoir aucun intérêt, parce que on ne comprend pas pourquoi on aurait l'idée de faire ça. On va se dire, c'est réservé à une certaine élite, celle qui a reçu le don des mathématiques et qui verrait les idées comme ça arriver à leur esprit comme par magie. J'ai essayé de présenter autre chose, alors c'est vrai que ça prend plus de temps. J'ai montré comment finalement la recherche brute ne fonctionnait pas. Ensuite, je me suis dit, tiens, peut-être une hérédité dans un raisonnement par récurrence. Alors on voit qu'on peut éliminer énormément de cas, mais que malheureusement, il en reste encore beaucoup, et même dans le cas où n égale 4. Alors je me dis, tiens, on va peut-être essayer de faire l'inverse, on va essayer d'accomplir l'objectif contraire.
Et on se rend compte qu'on manque de place, qu'on est coincé. On se dit, bah mince, si je mets tel élément, alors je peux pas mettre tel autre. Et d'un seul coup, émerge l'idée de découper un ensemble en petites réunions de sous-ensembles disjoints. Et je me dis, je vais essayer de rassembler des éléments qui fonctionnent bien entre eux. Et puis j'atterris une conjecture, et puis ensuite je la démontre. Alors ça prend du temps, mais je ne suis pas sûr qu'il existe un public pour ce genre d'exercice. Et c'est pour cette raison que je te demande un retour. Et en fait, je vais m'arrêter là parce que je vais continuer d'enregistrer, mais je me rends compte que ça pourrait faire l'objet d'un podcast, cette problématique que je viens d'exposer. Donc, j'enregistrerai une émission à part, et ça me permet de boucler celle-ci. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.